Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Maëva Andrieux. Salut Maëva, comment ça va ? Salut Olivier, ça va très bien, merci de m'accueillir. Et merci de m'accueillir chez toi. C'est un joli petit appartement. Et pour commencer, d'une manière très simple, comme je t'avais prévenu et comme tu as pu l'entendre dans les autres épisodes, ce podcast s'appelle Change and Chill et donc on parle du changement de manière générale. Et donc toi, le changement, ça t'inspire quoi ? Comme on l'a mentionné précédemment, ce que je trouve fascinant dans le changement, c'est que c'est très microscopique et qu'on s'en rend compte généralement 4 ans plus tard. C'est marrant parce que tu dis 4 ans plus tard. Hein. Il y a un truc en particulier qui te vient à l'esprit, qui te dit, tiens, c'est 4 ans plus tard que je m'en suis rendu compte. J'ai 30 ans. Et donc, dans mes tranches de vie, je dirais que de 16 à 20 ans, on navigue. Et à 20 ans, on se dit, ah oui, à 16 ans, j'étais là. Et de 20 à 24 ans, pareil. Enfin, c'est vraiment des bons. Et je trouve que 4 ans, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai peut-être une tortue, mais c'est là où je me rends compte que j'ai changé. Donc il y a plein de petits changements microscopiques et en fait ça se construit, ça se bâtit et au bout d'un certain temps, là tu te rends compte de l'impact que ça a pu avoir dans ta vie. C'est ça que j'entends. Exactement. C'est plus une question, c'est plus un diesel qu'un turbo. Ok, super. Avant qu'on démarre notre papote tous les deux, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Maëva. Je viens du milieu du cinéma, de la fiction, où j'ai pu naviguer dans ce milieu pendant, je dirais, 5 ans. Et petit à petit, je me suis tournée plus vers l'audiovisuel publicitaire jusqu'à monter mon entreprise publicitaire. C'est un changement aussi de carrière, pas tellement de vocation, parce que ça reste dans le même domaine, mais justement, on en parlera ensemble. Merci, et c'est vraiment top de pouvoir t'avoir, parce que le monde du cinéma et de l'audiovisuel, c'est vraiment un monde que je connais pas. Et du coup, c'est une porte ouverte aussi à de l'inspiration, et de voir un peu comment ça se passe. Mais du coup, justement, c'est un monde que je connais pas, et vu que je le connais pas, je ne sais pas comment on y rentre, ou qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit c'est là-bas que je veux y aller. Est-ce que tu te souviens de comment tu es rentré dans ce monde-là ? J'ai eu un éveil à la culture théâtrale, cinématographique assez fort, dans le sens où j'allais régulièrement au théâtre et je regardais beaucoup de films. Donc j'imagine que ça a beaucoup pesé dans la balance, plus que mon appétence pour les maths. Je comprends. Et tu te rappelles des pièces de théâtre que tu étais allé voir étant, je sais pas si c'est petite, jeune. Ouais, j'ai commencé très jeune. Alors j'avais vu un Feydeau. Enfin, je voyais plein de pièces de théâtre, des très classiques comme. Mais il y avait un Feydeau où j'avais 7 ans et j'avais fait pipi dans ma culotte. Enfin, ça a été très très fort. Ok. Et je me rappelle pas du tout de ce que raconte la pièce. Mais je me rappelle que j'étais... Mais du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Mais tu te souviens du pourquoi ? Est-ce que c'était quelque chose qui t'avait fait peur ? Est-ce que c'était quelque chose qui avait généré des émotions chez toi ? Qu'est-ce qui nous amène à faire pipi dans notre culotte quoi, en regardant une pièce de théâtre ? Ah oui, j'avais jamais autant ri de ma vie. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai fait pipi dans ma culotte au théâtre parce que ça ne m'arrive plus. Ouais. Eh bien, je te le souhaite, en tout cas. Mais c'est marrant, ça veut dire que ça t'a tellement marqué que tu t'en souviens encore aujourd'hui. Donc 7 ans. Ouais, et j'avais aussi vu, et j'étais beaucoup marquée par, on allait voir de la danse, et il y avait une représentation de Blanca Lee, qui est une chorégraphe espagnole, il me semble. Et elle avait fait du hip-hop sur la chanson Singing in the Rain. Ça, je m'en rappelle très très clairement. Et j'étais là, mais elle est super cette chanson. Enfin, j'avais vraiment adoré. Et là, j'ai découvert Singing in the Rain parce que mon père m'a dit, mais ça vient d'un film. Et j'ai vu ce film. Et là, en 6e, tous les matins, avant d'aller à l'école, je me levais 1h30 plus tôt, donc vers 5h, pour repasser ce film et le regarder
de manière très monomaniaque. Mais bon, mes parents n'ont pas trouvé de trait autistique là-dedans. Ils m'ont complètement laissé faire. Donc de ce que j'entends, c'est que tu as été influencé d'une certaine manière par ta famille, donc par ton père. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été utile dans ton cheminement et on va dire ta progression, on va dire en tant qu'enfant, adolescente, puis ensuite adulte? Je pense que cet éveil forcément a amené à comprendre que c'était un endroit qui me plaisait, mais je sais pas si, j'en suis sûre, à l'époque je comprenais que je regardais ça parce que ça me plaisait. Je regardais ça juste parce que je regardais ça et que ça me fascinait. Et je pense qu'il y avait beaucoup cet aspect de la fascination. Après, au lycée, je suis arrivée justement à une journée où, avant les vacances de la Toussaint, quelqu'un distribue des tracts. Il propose des ateliers de cinéma. Donc, un atelier d'1 semaine où on pouvait faire son film. Donc, c'était en partenariat avec la mairie de Paris et le musée Carnavalet. Puis, c'était un atelier ouvert, gratuit, et qui était offert par le collectif Tribu d'Hommes, où il y avait des encadrants. Alors moi, j'étais une des plus jeunes, donc j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, et il y en avait qui avaient 23 ans. Donc tu rentrais au lycée alors? Exactement. Et donc tu as une personne qui distribue des tracts devant ton lycée, tu te dis pourquoi pas? Ouais, et j'avais ses parents qui me laissaient beaucoup de temps libre. D'accord. Parce que tu vois, moi quand j'ai des personnes qui distribuent des tracts, même maintenant, tu vois, des fois j'ose pas trop les approcher. Mais là, à l'époque, en tout cas, tu t'es dit tiens, ça a l'air d'être pas déconnant ce qu'ils racontent. Oui, mais j'ai aussi donné de l'argent à beaucoup de tracteurs. D'accord, donc t'as déjà pas une difficulté à aller voir les gens et donc ok. Oui, il y a des beaux et des mauvais côtés à prendre les tracts. Ok, donc t'as vraiment cette personne qui donc propose d'avoir ces sortes de stages là d'1 semaine et tu te dis pourquoi pas? Est-ce que c'est le genre de truc que t'avais l'habitude de faire dans le passé? Alors moi j'ai l'impression que au collège, au lycée, même quand j'étais enfant, c'était très flottant et que je prenais un peu comme s'il y avait plein de cuillères de gâteaux au chocolat, de miel, et puis je disais je vais toutes les manger. Tant qu'à faire, elles sont là, ok. Mais après, je sais pas si je me rendais compte de l'impact que ça pouvait avoir fondamentalement sur comment j'ingérais finalement ce chocolat, ce miel, cette fraise tagada. Et là, du coup, dans ce choix que j'ai fait, qui était un premier choix où, pour le coup, mes parents ne m'ont pas incité à faire ça. C'était bien qu'ils m'aient quand même éveillé culturellement de manière très forte. Oui, je pense. Ouais. Et là, j'y suis allée toute seule. Et je dis c'est bien, ça va m'occuper pendant la Toussaint, super. Et puis, je savais pas du tout ce qu'on c'était pendant les vacances en plus. Ouais. Donc j'étais fille unique. Donc du coup, j'ai pas de frères et sœurs à embêter. Donc là, autant aller embêter d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Ok. Et je me retrouve dans cet atelier. On nous ouvre les portes d'un musée, donc un décor. On nous donne une caméra. Donc moi, c'était ma première caméra. Chaque personne? Ouais. Et en fait, j'ai commencé à tout faire. Alors je me suis dit, faut faire un petit film. Alors là, j'ai une amie du lycée, Yasmine, qui j'ai dit, t'as rien à faire, viens, on va faire un petit film. Donc tu vas danser dans le musée, parce qu'elle aimait bien la danse. Et voilà, et puis je l'ai filmé. Et après, on avait une salle de montage, mais c'était formidable. Et je me retrouve devant Final Cut, et c'est pas très compliqué le montage quand on fait pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. C'est juste très long. Alors, eux l'ont mixé et étalonné. Et puis voilà, à la fin, j'avais un film. Et puis 2 mois après, il y a des gens qui m'appellent sur mon téléphone pour me dire que j'ai gagné un prix dans un petit festival. Alors, moi, j'avais rien compris, hein. J'étais complètement à la ramasse. Mais du coup, tu savais que ces petits films allaient être présentés? Mais pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis allée à l'atelier, j'ai fait mon truc et j'ai fait bye. Oui, c'était sympa, salut. J'ai fait mon truc. J'ai même pas réclamé mon film. J'ai trouvé ça que artisanalement, c'était très chouette à faire. Et après, j'ai commencé à faire du montage chez moi. Mais ça veut dire que quand tu dis que t'as pas réclamé ton film, c'est que donc t'as pris
le film, donc la caméra, t'as filmé, t'as monté Oui. une partie, et puis après tu l'as envoyé à mixage, etc. Mais après c'est tout, t'es parti. Bah c'est eux qui l'ont pris, ils ont dit bon bah t'as fini de monter, alors eux ils l'ont étalonné et mixé très rapidement et puis à la fin de l'atelier on montrait tout ce qu'on avait fait et pour moi c'était fini. Mais en fait je pense aussi c'était dans le cadre, bah ils ont sûrement dû recevoir des subventions et donc du coup ils l'ont envoyé en festival pour faire vivre un peu Ouais. bah, ce qu'ils ont créé avec tout le monde. Et en fait, c'est ça, envoyer un film en festival, c'est le faire vivre. Parce que D'accord, sinon, ouais. c'est faire exactement comme ce que j'ai fait. C'est comme si là, on enregistrait ton podcast et puis on disait, bah, salut. C'est Voilà. sympa en tout cas, ouais. Il sera jamais publié, personne l'entendra. C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment une manière de aussi de rendre réel tout ce qui est subventionné par peut-être les administrations. Et donc ces films-là sont envoyés en festival. Et toi, on te dit, tu as gagné quelque chose. Oui, mais en fait, il m'énervait à m'appeler, donc j'ai pas décroché tout de suite. Enfin bref. L'envers du décor, toujours. Et au bout d'un moment, on dit mais si t'es prise à un prix, moi je savais même pas ce que c'était un festival. Enfin, d'autant plus un festival de court métrage, c'est très niche. Bon, voilà, je m'étais pas particulièrement renseignée. Et puis bah je vais à ce festival, les gens sont très sympas, mais je suis complètement en décalage. Moi, je suis une lycéenne. Du coup, tu disais que en plus t'étais la plus jeune. Ouais. Donc tu disais 15, 23, c'est ça? C'est à peu Ouais, près c'était à la peu tranche près d'âge l'âge, ouais. qu'il y avait. Et à ce festival, qu'est-ce qui se passe? Parce que donc tu sais que t'as un prix, mais c'est quoi ce prix? Alors j'ai gagné une télé, un écran, et un grand écran. Et du coup j'étais là, hop, ça va plaire à ma mère. On va changer la télé, voilà. Mais bon, j'avais pas particulièrement. Je me suis pas dit je vais être réalisatrice, c'est bon, c'est le début d'une carrière, mais pas du tout. Quoi. D'accord. Donc à l'époque, tu sais que tu gagnes quelque chose, mais tu connais les critères qui ont fait que justement toi tu as gagné quelque chose. Est-ce que tout le monde a gagné quelque chose? Est-ce Non. que et qu'est-ce qui a été remonté en tout cas qui a fait que justement tu méritais une grosse télé? Alors c'était un festival de cinéma très expérimental. Je suis arrivée à la projection. Alors moi j'avais filmé donc Yasmine qui maintenant est comédienne, qui danse dans un musée avec un tableau de Madame de Récamier. Donc bon, déjà c'était un peu un patchwork. Voilà, il y avait pas une vraie narration. Alors là je vois des films pareils. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon après je vois mon film, je fais bon bah oui ça rentre. Ça rentre dans ces trucs un peu étranges. Voilà. Mais voilà, et après j'ai appris par la suite que c'était du cinéma expérimental. Voilà, je ne savais pas que j'en avais fait. Et en fait, moi, pendant tout le festival, j'étais tellement stressée alors que j'étais en seconde, j'avais peur de pas avoir mon bac. Donc, je n'ai parlé que du fait que j'allais passer le bac, mais dans 3 ans. Donc, Attends, tu te projetais déjà 3 ans plus tard, ouais, sur le bac. Oui, Okay. voilà, ça c'est le côté maman chinoise. Voilà. Je comprends. Et du coup, tu as fait quoi comme parcours? Donc ton lycée, t'as fait quoi? T'as fait un truc scientifique, littéraire, j'ai fait scientifique parce ouais. que ma mère, il fallait que je fasse médecine. Disons-le. Hein. Et bon, et puis moi, j'étais non, mais quand même, j'aime bien le cinéma, j'aime bien le montage et tout. Bon, alors du coup, il y a ce deal de bon, ok, tu fais un bac +2, tu fais ce que tu veux, mais après, t'intègres une grande école de cinéma. Oui, très bien, faisons ça. Donc, quand tu dis grande école de cinéma, c'est un peu au sens grandes écoles comme on l'entend habituellement. Il y a 2 écoles publiques. Il y a la FEMIS, elles sont toutes les deux à Paris, et Louis Lumière. Louis Lumière, okay. C'est plus axé technique pour former des ingénieurs son, des chefs opérateurs. Et enfin, c'est ce qu'on dit. Et la FEMIS a aussi ses formations spécifiques en son, en image, en montage, mais aussi en réalisation, en scénarios. Donc, ce serait plus porté sur la réalisation. Bon, il s'avère que j'ai pas fait ces écoles. Ok, d'accord. Mais que j'ai fait du coup une licence en cinéma à Paris 8 dans une fac de cinéma. Et j'ai fait mon mémoire de licence sur le cinéma expérimental. Ah, comme quoi, ça boucle la boucle, ouais, d'accord. Mais donc tu es à peu près en 15 ans, c'est seconde, quoi.
Tu fais ce court-métrage donc, qui vient d'une initiative de ta part, d'accord, d'un tracteur, je sais pas, ça s'appelle même pas comme ça, mais une personne qui est à l'entrée, tu fais ça pendant une semaine, tu gagnes un prix, t'es stressé par le bac, et on te dit quand même, voilà, fais des études scientifiques, il y a médecine d'un côté, d'accord, on connaît les familles asiatiques, c'est médecine, ingénieur, avocat, non, c'est ça les choix, ou pianiste professionnel. Non, il y avait. Voilà. Ah oui, j'ai fait du piano au conservatoire. Aussi, ah bah voilà, tu vois. Non, mais moi je rentre dans la case pile poil, quoi. C'est ça. Mais du coup, vous avez eu cette conversation-là ou pas? C'est-à-dire, bah tiens, on aimerait bien que tu fasses ce métier-là, ou ta mère peut-être en particulier, on aimerait bien que tu fasses ce métier-là. Et puis, bah moi c'est plus le métier, voilà, cinéma, audiovisuel qui m'intéresse. Alors, je sais pas si c'était ton cas, mais pour moi, les familles chinoises, ma mère chinoise, la communication, c'est pas un grand fort. Oui, c'est pas effectivement le plus facile, ouais. Et non, on n'a jamais eu cette conversation. Il y avait juste une pression énorme sur le fait que j'allais rater ma vie si je ne faisais pas ces 3 métiers présentés. Voilà, où je sentais que ma mère était dans une inquiétude folle, ce que je peux comprendre. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ça aide pas à bien délibérer dans sa pensée en disant bon alors qu'est-ce que je fais comme choix, parce que du coup parfois je pense que ça a été mon cas, ça a renforcé le fait que je vais faire du cinéma quoi qu'il en coûte. Voilà. Ouais, il y a un côté à la fois est-ce que je suis vraiment une rebelle parce que je vais pas dans la direction qui m'est demandée, et en même temps tu avais quand même ton papa qui était dans ce monde-là, donc peut-être que ça a tempéré aussi la chose. Mon père, il est complètement l'inverse de ma mère, dans le sens où il disait mais de toute façon, même si elle passe pas son bac, elle s'en sortira. Donc on était vraiment dans des extrêmes. Ouais, c'est intéressant, mais ça veut dire quand même que tu avais, quoi qu'il arrive, un soutien un peu inconditionnel de ton père, une inquiétude de ta mère. Ouais. Tu vois, qui est pas contre toi, mais c'est juste les modèles qu'on peut avoir parfois d'une carrière, de ce qui est rassurant. Mais au final, bah t'as fait ton choix. T'as l'air de quand même être pas trop mal, hein, au vu de ce que je vois de d'où on est. Donc c'est plutôt cool. Et entre justement ce stage que tu as eu et le fameux bac que tu as fait, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qui ont fait que ça a quand même cheminé? Parce que tu vois, ça aurait très bien pu s'arrêter là. Tu te dis, voilà, je fais ce truc-là. Bon, j'ai gagné un prix, c'est cool, j'ai une nouvelle télé. Donc, ça te le rappelle toujours à chaque fois que tu regardes la télé. Mais tu vois, ça aurait pu être juste une expérience. C'est vrai, mais j'ai commencé à faire du montage de manière frénétique. Alors avec, du coup, j'avais pas de caméra, donc j'avais un appareil photo. Et donc, j'avais bien appris à m'en servir, à régler comment servir un appareil photo, les ISO, l'ouverture, la focale. Bon. Et du coup, je faisais des photos et je faisais des montages avec ces photos, mais sur iMovie. Enfin, j'avais pas de logiciel. Mais du coup, j'en faisais de manière aussi assidue que comme je regardais Singing in the Rain tous les matins en 6e. D'accord. Et quand tu dis frénétique, c'est à quel point? Bah, c'était plus intéressant que YouTube et les mangas. C'était aussi fun de faire du montage photo sur iMovie. Et du coup, c'est quoi le lien entre justement YouTube, les mangas et le montage photo? C'est juste que ça m'a ouvert une autre porte. En fait, moi, je m'étais vraiment enfermée dans quelque chose d'assez passif. Puis ça, finalement, quand on regarde YouTube, quand on lit des mangas, enfin, tout d'un coup, je faisais quelque chose. J'étais active derrière un écran, et du coup, ça changeait toute la donne. Tu veux dire que c'est toi qui créais le truc que les autres regardent, quoi? Exactement. Ouais. Alors, personne le regardait parce que j'avais toujours pas compris cette notion de partager, justement. C'est-à-dire que toi, en gros, tu exportais les choses pour toi, et puis après, c'était là, quoi. Oui, c'était voilà. rangé, quoi. Okay. C'était comme, faire du Lego, et puis détruire la pyramide et en refaire une autre. Ouais. Mais c'était marrant, c'était palpable, en fait. Voilà. Et après, je suis allée à la fac, Paris 8, ou la grande perdition, parce que la fac de cinéma, c'est quand même très laxe. La grande perdition, dit-elle. Ah bah
enfin, on arrive, on a 18 heures de cours, mais c'est nous qui choisissons nos cours. Donc, t'as 18 ans, tu sors du lycée où t'es tout encadré, et là, bah, t'es avec des gens qui, en plus, en cinéma, veulent se donner un style. Donc, Ok. y a des goûts à avoir. Par exemple, dans cette fac de cinéma, la nouvelle vague était détestée. Donc, Truffaut, Romer, Godard. Bon, moi, je les aime pas particulièrement, mais là, il fallait les avoir vus et avoir des arguments pour les critiquer. Ah, ok. Et c'est un peu comme ça où j'ai compris aussi la notion du bon goût, très important dans le milieu du cinéma à avoir. Tu veux dire que c'est des codes qui sont normés et qui induisent si en gros tu mérites d'être bien vu ou pas. C'est un peu ça l'idée. En fait, c'est majoritairement ça que ça m'a appris la fac, et aussi le fait que il n'y a pas de règles. J'ai jamais écrit de mémoire, mais j'avais écrit une intro et j'avais négocié avec le prof, et le prof m'a mis 18. Bon, j'ai eu mention très bien, une licence mention très bien. J'aime bien j'ai négocié avec mon prof. Mais c'est que ça. Et c'est fondamentalement ça, le cinéma. Et il y avait un prof qui m'avait dit ça, mais dans le cinéma, de toute façon, si t'es vendeur de tapis, ça marche. Ah oui, c'est une manière de voir la chose. C'est intéressant. Je reviendrai juste sur on va revenir sur ton histoire de mention très bien, parce que je trouve ça intéressant. Parce que je sais pas comment est-ce que on évalue, du coup, tu vois. Donc, ok, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ton regard, on pourra en discuter. Juste avant que ça me file, l'histoire du bon goût. Parce que j'aime bien ce terme que tu évoques, parce que c'est comme le bon sens que moi j'entends beaucoup dans mon domaine. C'est toujours très relatif. Mais du coup, de ce que j'entends, c'est que vraiment, là à l'époque, alors je sais pas si c'est juste à l'époque ou si c'était de manière générale, il y a des normes qui sont imposées de ce que l'on appelle le bon goût. Ça, c'est du bon goût, ça, ce n'est pas du bon goût. Sachant que toi, tu as fait de l'expérimental, en plus. Comment est-ce que tu as perçu l'impact de cette norme-là sur justement les gens qui rentraient dans la fac? Mais le bon goût, ça sert aussi, par exemple, à rentrer dans les écoles. Donc il y a plusieurs écoles, donc il y a les deux écoles étatiques, dans le sens où elles sont publiques, Louis Lumière et la Fémis. Là, le bon goût pour ces deux écoles-là, c'est un goût très France Culture, entre guillemets, Ok. qui est... Entre guillemets, hein, les personnes ne le voient pas, mais il y a eu des guillemets. À l'inverse des magazines comme Première, ou je mets des gros guillemets là, populaire. Ça veut dire que on ne doit pas aimer les blockbusters, mais on doit aimer toute la tranche du cinéma très indépendant, puisque c'est ça que la Fémis et Louis Lumière créent. C'est des talents pour ce cinéma indépendant, qui est à l'inverse de toutes les comédies un peu grossières, mais qui font travailler des techniciens. Voilà, ça c'est du mauvais goût, aimer ce genre de comédie. Ou aimer par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. C'est pas des films dont on peut débattre. Ça fait partie de la culture populaire. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est extrêmement élitiste. Mmh. Et ça, c'est très important de le savoir, puisque il y a des oraux dans ces deux écoles. Il faut savoir que c'est très encadré par quel style de cinéma te façonne. Mais on s'en fout de quel style de cinéma te façonne, c'est comment tu communiques sur tes goûts en cinéma. C'est surtout ça qui est très important. Mmh. Et par exemple, l'école Luc Besson, Luc Besson, avant le scandale qui a émané sur lui grâce à MeToo, avait monté une autre école. Mais cette école, elle privilégiait les films à la Luc Besson, donc plutôt les blockbusters. Et il fallait plus avoir des goûts blockbusters. Mais tu pouvais carrément avoir comme refoulement à l'école, parce que c'est pareil, c'était sélectif, vos goûts ne correspondent pas à l'école. Alors la Fémis et Louis Lumière, ils cachent un peu ça, mais c'est... Vu les élèves qui choisissent et la manière dont on veut... dont on te dirige, c'est plus ancré là-dedans. Et Paris 8 façonnait un peu dans cette mentalité. Donc, voilà. C'est intéressant parce que tu me disais, d'un côté, on peut rentrer assez facilement, mais quand même, il faut rentrer dans un moule.
de ce que j'entends, hein, c'est ça? Exactement, c'est très important. Ouais, c'est fou parce que donc tu vois, moi je suis dans le monde de l'entreprise, on va dire les bureaux, ce genre de trucs là, et, euh, et vraiment ce que ça fait résonner avec moi, c'est tu vois, on met toujours en avant la diversité, tu vois, c'est important que qu'on puisse écouter tout le monde parce que ça crée quelque chose de plus riche et du coup, au contraire, c'est bien qu'on fasse des choses différentes et on peut apprécier des choses différentes. La difficulté, c'est que je pense que c'est un peu pareil que dans ces écoles-là, c'est que oui, ça existe, mais presque la différence permet encore plus de valoriser ce que nous on fait pour dire bah eux c'est ça, mais nous on fait ça et entre guillemets c'est mieux et c'est nous qui allons définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et le problème en tout cas que ça peut faire émerger, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui existent que à force de façonner toujours les mêmes genres de personnes, on en perd un esprit critique autre, parce que du coup, de ce que tu me dis, c'est que oui, on veut vous façonner au style qui vous plaise, mais en même temps, pour réussir, il faut quand même que vous disiez que c'est ce que nous, on aime, hein, au sens ceux qui ont créé l'école, euh, bah, pour faire ce que vous avez à faire, quoi. Je trouve quand même fou. Malheureusement, je pense que ça marche comme ça dans beaucoup, beaucoup de milieux. Tout à fait. Et moi, je l'ai ressenti très, très fortement en arrivant dans la fac. Alors que c'était une fac vraiment, enfin comme tu disais pour la notation, comme c'était une fac très orientée politiquement de gauche, il y avait des grands mouvements sociaux au sein de la fac et par exemple nos profs décidaient de faire des blocages et du coup parfois ça pouvait venir à bon bah on n'a pas cours pendant tout le semestre mais comme il faut quand même vous évaluer, vous nous envoyez une carte postale. Une carte postale. Une carte postale, oui. Attends, oui. ok, ouais. J'ai été notée sur une carte postale, par exemple. Mais genre, ça veut dire, il faut que tu partes en vacances et que t'envoies une carte postale? Non, ça peut être une carte postale de Paris. Ok, d'accord. Ah non, c'était... Mais du coup, tu dois écrire quoi dessus? Alors, ce que tu veux. Ou alors, il y avait un prof, il disait, bon, bah alors moi, je suis contre les notes, donc vous allez écrire une critique de mon cours. Et je vous noterai en fonction de la critique de mon cours. Donc oui, c'est... Okay. Enfin voilà, donc Paris 8... Des choses qui sont un peu biaisées, on va dire, dans ce que j'entends, ok. Ça peut être très bien, mais à 18 ans, faut être accroché, on va dire. Et donc tu fais tout ce parcours-là, d'accord, et avec le recul, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir le regarder avec finalement un aspect à la fois critique, mais où bah, tu apprécies ce que tu as appris. Mais justement, qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ce passage-là de ta vie? Qu'est-ce que ça t'a appris au-delà du chaos de l'organisation et des normes? Parce que du coup, c'est quand même un aspect intéressant. En fait, c'est un très bon exemple pour ce qui va t'attendre dans la vie active en cinéma. Par exemple, j'ai des amis qui ont fait la Fémis et qui sortent. Donc alors la Fémis Lumière, c'est des super écoles qui t'encadrent, où c'est structuré, cadré. Tout d'un coup, ils sortent, ils se retrouvent, ils n'ont pas de travail. Parce qu'en fait, on est dans le monde du cinéma, que c'est précaire, que c'est un marché à flux tendu. Le cinéma, ça reste une niche. Et par rapport au monde qui est formé, il n'y a pas match. Forcément, ça se bouscule au portillon. Et ça, quand on est dans une école, on est très bien. Parce qu'on est hyper encadré, les locaux sont magnifiques, c'est sympa, il y a un emploi du temps qui est prédéfini. Et puis tout d'un coup, on sort, en fait, on n'a pas d'emploi du temps, on n'a rien, faut toquer à toutes les portes, mais on sait pas trop comment. Ouais. En ça, Paris 8, ça m'a aussi pas trop changé du monde du travail qui, dans un premier temps, peut paraître chaotique. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que ça t'a forcé, toi, à te prendre un peu plus en main pendant tes études. Et du coup, quand tu sors, voilà, la vie est la même, quoi. Il faut te prendre en main aussi. Et donc, au-delà de l'organisation, en termes de compétences, qu'est-ce qu'on y apprend, en fait, dans une école de ce genre-là? Est-ce que c'est plus technique? Est-ce que c'est plus théorique? J'en sais rien, en fait, je connais pas. Alors, la fac, c'est clairement théorique. Ce qui t'est utile pour le marché du travail, dans l'audiovisuel, pas grand-chose. Parce que la théorie reste la théorie. Mais en revanche, moi, ça m'a permis de faire énormément de stages. Mais du coup, aussi, j'ai négocié un nombre incalculable de conventions de stage. Et ça t'apprend aussi très bien
qu'est-ce que c'est qu'un stage. Donc j'ai fait des stages avec quelqu'un qui faisait des vidéos, un youtubeur, où là c'était très artisanal. J'ai fait des stages chez des loueurs de caméras. Après j'ai fait un stage en production, en boîte de production, qui a après débouché sur un travail. J'ai quand même poursuivi en master, bon, qui était soi-disant sélectif, mais bon, encore une fois, c'est une marchandage de tapis. Si on connaît bien les profs, on y arrive. Je comprends. Ma première année de master, j'étais quasi absente. Entre-temps, je faisais mes petits projets de cinéma expérimental où je filmais des gens qui dansaient. Donc ça, c'est en parallèle. Ouais. D'accord. Ouais, je continuais à filmer en parallèle, mais encore une fois, c'était comme quand j'avais 16 ans, quoi. Je faisais mes projets pour moi, voilà, j'exportais rien. Enfin, j'exportais rien au grand jour. Et du coup, il y a un danseur avec lequel je fais un projet que j'ai rencontré au 104 qui s'appelle Alex, qui est anglais. Et on s'entend bien, et puis voilà, il voit le film. Donc c'était avec Alex et Yasmine, ma fidèle compagnonne. Ouais, elle t'a suivi jusque-là, en tout cas. Ouais. Voilà, qui disait ouais, je vais danser dans la rue si tu veux. Ok. Alors là, il y avait Alex aussi, donc on était dans la gare de Lyon, et puis je fais un projet comme ça. Puis après, il dit j'adore ce que tu fais, ce que ça rend. Écoute, je vais faire une tournée internationale de danse. Est-ce que tu veux venir? Moi, je fais oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, c'est ça, pourquoi pas. Ouais. Et là, il m'a dit tu vas filmer. Et puis là, bon, d'accord. Et puis là, super quoi. Enfin, tout frais payé. Premier salaire, je vais à Édimbourg, en Chine, au Japon. Ah oui, c'est une vraie tournée internationale, quoi. Ouais. Moi, je m'en rendais pas du tout compte. Donc, moi, j'étais juste avec ma caméra. Et puis, petit à petit, je me suis un peu plus mêlée à l'organisation de la tournée. Ouais. Là, t'as quel âge à l'époque? T'es encore en études? Tu es sortie? Non, j'étais encore en études. M1, en Master 1. Bon, je suis partie 6 mois de mon Master 1, mais tout va bien, je l'ai eu. Tout va bien. Alors, j'avais 25 ans, quoi. 25 ans, ces eaux-là, quoi. Ouais. Peut-être un peu moins, 24. Donc ça veut dire que tu fais ces petits projets en parallèle et c'est une rencontre qui déclenche une expérience. Exactement, mais une véritable expérience, vraie grosse expérience. Et tu pars seul pour faire ça. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui y va. Il y avait une troupe. Mais justement, la partie technique. Ah oui, j'étais toute seule. C'est toi qui fais à la fois qui filme et après qui gère montage, etc. Ouais, ok. Et puis au final, petit à petit, je me suis intéressée à l'organisation de la tournée. Ouais. Et je trouvais ça plus confortable, parce qu'en fait, j'étais pas trop à ma place dans la caméra. Et donc, j'ai commencé à organiser, et petit à petit, voilà, c'était un peu plus le côté humain qui m'a plu là-dedans. Et puis on retourne de la tournée, super, voilà. Je rentre en Master 2, voilà, je m'en rends pas du tout compte de ce que je viens de faire, hein. Je suis là, La tournée, c'était combien de temps? 6 mois. Donc, alors, tous les 6 mois, c'était vraiment... C'était pour ça, ok. Oui. C'est quand même dingue de partir 6 mois comme ça. On te propose de partir, parce que là, t'as fait quoi? 3-4 pays, tu disais? Ouais, j'ai fait 3 pays. Écosse, ouais. j'ai fait Édimbourg, Chine, Japon. Ouais, parce que c'est même pas des pays à côté, quoi. C'est vraiment... C'était la grande aventure, mais j'étais un peu encore dans ce flou. Même vis-à-vis de moi-même, j'ai l'impression que ce qui caractérise jusqu'à la fin de mes études à Paris 8, j'étais dans le flou, limite un peu nébuleux de l'adolescence, comme ça, genre je prends, voilà, c'est fantastique. Moi, je suis là, oui, c'est chouette, voilà. Il y a une opportunité qui arrive, ça a l'air d'être sympa. Tu vois, il y a un peu de lumière par là-bas, je vais aller voir, quoi. Voilà, mais sans prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire dans un choix, dans une vie, comment je peux m'orienter vis-à-vis de ça. C'est 4 ans plus tard que tu le sors. Oui, voilà, exactement. Oui, donc voilà, il y a quand même des bons retardements. Puis après, je suis rentrée, j'étais j'ai quand même fait des études en cinéma, c'est sympa le spectacle vivant, parce que c'était de la danse. Ouais. Et j'avais des opportunités pour devenir du coup stage manager pour d'autres tournées de comédie musicale ou autre. Okay. Mais j'ai décidé de rester parce que finalement dans la tournée c'est quelque chose de très solitaire. Pendant 6 mois on est tout seul. Enfin au début c'est sympa, c'est excitant. Ouais. Au bout d'un moment c'est un peu long. Oui, parce qu'on se rend pas compte quand on voit par exemple les artistes qui font tournée, soit nationale ou internationale. C'est vrai que tu dois juste naviguer
je sais pas, d'hôtel en hôtel ou de lieu en lieu, sauf si vraiment t'es un groupe de potes et t'as l'impression que c'est un voyage, tu vois, comme tu partirais avec tes potes. Mais je suppose que c'est pas toujours le cas. Bah là, ils étaient super sympas, hein. Mais c'est pas tes potes, c'est des collègues que tu viens de rencontrer. En plus, ils sont fatigués parce qu'ils dansent. Donc toi, finalement, tu te retrouves à faire des trucs dans ton coin. Je pense que c'était pas le moment pour moi. Mais ça n'empêche que voilà, c'était plutôt bien. Et puis après, j'ai embrayé. Je me suis inscrite dans un festival format court. Enfin, c'était un magazine. Je rencontre une fille qui dit bon bah allons à Clermont. Alors là, c'est à Clermont, c'est un festival de court-métrage reconnu de manière internationale. Le court-métrage est une niche. Le court-métrage, ça sert surtout, c'est un marché pour les professionnels, pour repérer de nouveaux talents. Par exemple, quand on est producteur, on va pas se lancer dans un long métrage à 10 millions d'euros avec un réalisateur avec lequel on n'a jamais travaillé. On va faire un court à 100 000 euros si on a la chance d'avoir beaucoup d'argent et des subventions surtout, pour faire un test et pour voir si ça peut le faire ou pas, parce que c'est très relationnel. Donc là, c'est vraiment relation producteur-réalisateur. Exactement. Et donc voilà, donc j'arrive dans ce marché à Clermont-Ferrand, super. Mais tu t'y inscris, hein. Tu te dis voilà, moi je vais rentrer dans ce monde-là. Du coup, je cherchais des stages en fin de master. Je rencontre une fille, Katia, qui a un webzine sur le format court, le court-métrage. Ouais. Alors du coup, je fais oui, moi je peux t'écrire des articles, ça va. Mais tu les rencontres comment ces gens? Parce que tu vois, tu en parles comme si les gens étaient genre là, tu vois, et puis bah tiens, je tourne la tête et ils sont là. Mais il y a quand même un moment où tu as fait la démarche pour les trouver, ou en tout cas d'aller à un endroit où ces gens étaient. Alex, je l'ai rencontré au 104. Parce que je cherchais des danseurs pour mon nouveau patchwork de danseurs dans Paris. Ok, ouais. Mais littéralement, je suis allée le voir, je lui ai dit bah voilà, je fais une petite vidéo, t'es dispo? Il fait oui, voilà, comme ça. Katia, c'était une annonce en ligne. Je trouve pas mal de travail sur Facebook. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et après, c'est surtout le contact humain. Et puis là, je vais au festival de Clermont-Ferrand et ça a été une porte d'entrée pour trouver mon premier travail. Parce qu'elle me présentait un producteur qui a besoin d'une assistante en production. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça marche bien. Alors moi, j'arrive, je suis là, voilà, je peux tout donner. Je suis super. Je travaille dur. Bon, mon enthousiasme a fonctionné. Comme quoi, c'est pas toujours important d'avoir les lignes de CV ou les compétences. Si le fit se fait, parce que finalement les compétences, ça s'apprend, les connaissances en tout cas, ça se bâtit quoi, de ce que j'entends, hein, parce que du coup tu dis t'as jamais fait ça, et pourtant le fit se fait et il accepte. Absolument. J'ai démoli mes croyances sur la compétence et la ligne de CV, parce que pour moi, tout s'apprend vite. On est dans une société où on comprend qu'il faut constamment s'adapter. Quand on fait du cinéma, on apprend très vite à manier une caméra, manier des logiciels de montage. On n'est pas spécialiste, mais on a des portes d'entrée partout. J'ai appris à manier les chiffres en production. Et du coup, j'étais sur des premiers dossiers de long métrage. C'était une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce que c'est vraiment le cinéma, comment ça fonctionne et à quel point l'image de soi est très très importante de qu'est-ce qu'on représente en cinéma. Tout se fait beaucoup par le réseau. Ouais. Et donc le réseau, c'est comment toi tu te présentes en société, dans un cercle. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut éviter. Le fameux bon goût. Exactement. Ouais. Par exemple, même si en cinéma tout est très précaire, les salaires sont très précaires, ne jamais en parler. Alors en cinéma, c'est... donc c'est un tabou ça. C'est tabou. Voilà, nous on vit en respirant de l'air. Mais jamais en gagnant de l'argent. Ça, c'est une illusion, l'argent. Ok, il y a un peu ce côté, voilà, c'est en gros, je vis de ma passion et ça suffit. Exactement. Ouais, d'accord. Et c'est comme ça aussi qu'on te carotte, parce que du coup, au début, moi, j'y allais tout feu, tout flamme. Ouais. Et en fait, on fonctionne à la carotte. Ça veut dire, là, je te paye pas, mais t'inquiète, ou je te paye très très peu, mais t'inquiète parce que au bout d'un moment, tu vas être en charge de ça, ou tu vas découvrir ça. Mais en fait, la carotte, plus t'avances, plus elle s'éloigne, plus elle change, plus... Ah ouais. Et au début, ça marche très bien. Au bout d'un moment, tu comprends.
Et sauf que... À force de manger soit du riz, soit du pain, c'est ça. tu te dis qu'effectivement, ça commence à faire long. Voilà, tu deviens constipé. Et ben, au bout d'un moment, le Covid est arrivé. Et Ok, ça a aussi remis des choses en perspective parce que je me suis dit, ok, maintenant que je suis pas dans le tourbillon des paillettes, parce qu'on dit, ah, tu vas aller dans ce festival, c'est super, tu rencontres des gens qui te disent, moi, j'ai fait ça, j'ai été sélectionnée là, c'est sur l'apparence, ça brille. Parce que ça, tous ces événements-là, c'était quand même très physique, présentiel. Tu voyais les gens, il y avait un peu le côté apparat. Exactement. Ouais. Ouais. Et bon, au final, toi, t'es payé une misère derrière un bureau à aligner des chiffres derrière Excel. Et voilà, et à dire, quand même, on n'est pas beaucoup payé. Hein. Mais tu vas à des festivals, donc ça n'a pas de prix. Ouais. Et tu y vas avec une carte sur laquelle il y a le nom d'une production. Mais ça ne change rien. La production, c'est pas toi. La production, c'est le producteur. Toi, tu es l'assistante. Ah oui, c'est ça. Mais donc, dans ce cadre-là, dans le job que tu as récupéré, tu t'enlèves derrière la caméra et tu fais un peu plus d'administratif, d'organisationnel, comme ce que tu disais que tu avais découvert. Ouais. Donc, ça veut dire que tu navigues entre différents métiers, tu coordonnes ces différents métiers. Donc, au fur et à mesure, tu apprends les différents métiers à leur manière, c'est ça? Ouais. Et du coup, ça t'allait de faire un pas de recul par rapport au terrain finalement? Oui, jusqu'au Covid où j'ai dit bah non, en fait, j'ai envie de reprendre le terrain. Parce que pendant que tu faisais ça, tu faisais toujours tes projets à côté ou pas? Non, j'avais plus le temps. Voilà, t'avais plus le temps. Okay. J'étais et puis aussi j'avais envie je suis rentrée dans ce système où j'ai envie de plaire. J'ai envie que les gens me voient, me reconnaissent. C'est très insidieux. Tu comprends très vite que c'est un milieu d'apparence et qu'il faut qu'ils te voient d'une certaine manière, d'un truc. Et ça s'est très vite installé en moi et j'ai complètement perdu pied sur qu'est-ce que j'aimais vraiment. Et je parlais de projets qui n'étaient pas les miens au final. Ouais, c'est quand même dingue aussi la capacité qu'un groupe social peut avoir comme impact sur qui on est. Parce que quand je t'entends, en fait, j'entends la perte d'identité personnelle, tu vois. Je suis rentré dans ce milieu-là. Ce qui est censé être bien, je reprends le bon goût, tu vois, parce que c'est vraiment l'idée. Ce qui est censé être bien a été imposé par un groupe de gens. Et du coup, si je veux continuer à naviguer dans ce monde-là, il faut que je prenne ça, quoi. Et que je me les approprie de manière à ce que ça fasse partie de moi, d'une certaine manière, pour continuer à naviguer, quoi. Absolument. Et c'est très compliqué de revenir à des bases concrètes où tu es là, bon, concrètement, de quoi j'ai besoin? Alors là, à ce moment-là, c'était, je veux un salaire décent. Voilà. Non, mais ça a le mérite d'être clair, quoi. Tu vois, je pense que c'est aussi un moment où tu te réveilles. Exactement. Tu vois, tu te réveilles, tu dis, ok, j'ai rien dans le frigo, j'ai besoin de vivre. L'argent n'a rien de mal en soi tant que, tu vois, ça me permet de vivre un peu plus sereinement et d'une manière plus décente, effectivement. On n'imagine pas à quel point c'est précaire le cinéma parce qu'on voit des gens, on se dit bah ils ont réalisé ça. Par exemple, il y a un film qui est sorti qui s'appelle The Brutalist. Je sais pas si tu l'as vu avec Adrien Brody. Bref, oscarisé, un film de 3h40 aux États-Unis. Le réalisateur ne s'est pas payé, ne reçoit pas d'argent dessus. Il est oscarisé, il est de partout. Il y a un acteur fantastique, le film tourne à l'international. C'est un film à 10 millions d'euros. Ouais. Le réalisateur ne s'est pas payé. Le réalisateur ne recevra pas d'argent dessus. L'argent qu'il recevra, c'est l'argent qui est fait grâce à sa femme et lui parce qu'ils sont réalisateurs de publicité. Mais c'est la publicité qui les rémunère. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas dans aucune école, ni à la fac, où on te dit, dans ce milieu, il n'y a pas d'argent. Et du coup, tout l'argent va à la production, quoi. Exactement, parce qu'en fait, tout coûte un bras. Louer un lieu, louer des logements. Rien que loger une équipe de 100 personnes pendant un mois, bah voilà, ça ampute un peu un budget. Bah c'est ça, ouais. Les nourrir, voilà. Et est-ce que ces gens-là, ils mangent? Oui, de temps en temps. De temps en temps.
Et du coup, après, je suis allée sur les plateaux, parce que j'avais un ami de master, justement, qui dit, moi, je fais de la pub, j'ai besoin d'une assistante réa. Assistante réa, c'est la coordination de toutes les équipes. Donc, c'est un peu ce que j'avais tâté quand j'ai fait ma tournée en spectacle vivant. Du coup, il y a l'équipe son, l'équipe maquillage, l'équipe costume, l'équipe décor, l'équipe image, l'équipe régie. Alors la régie, c'est tout ce qui va être les transports, la nourriture, le confort de l'équipe, la production. Alors la production, c'est tout ce qui va gérer les flux budgétaires surtout. Et donc, il y a une personne qui s'appelle première assistante réa et qui s'occupe de coordonner tout ça. Donc autant te dire que sur un tournage, on perd des points de vie. Mais c'était génial, ça m'a happé. Et j'ai commencé à en faire pas mal parce que en fait. C'est-à-dire que tu peux quand même aller travailler à gauche à droite. T'as pas des contrats, tu vois, exclusifs où tu travailles que chez nous et tu travailles pas ailleurs. Exactement. C'est l'intermittence du spectacle qui est un peu l'équivalent du freelance, sauf que en quoi c'est différent, c'est que l'intermittence, en fait, une fois que tu as fait un certain nombre d'heures dans l'année, tu bénéficies d'une allocation au chômage si jamais tu ne travailles pas. Okay. Mais par contre, il faut faire 507 heures déclarées. Il y a beaucoup de blagues, c'est pas si facile de déclarer. Ouais. Et si tu ne les fais pas, l'année prochaine, tu es au RSA. Donc la marche est grande. Ouais. Et en soi, finalement, l'allocation chômage, on en profite que, par exemple, dans mon cas où on est en changement de carrière et tout, de choix, de transition. Mais sinon, on a tellement peur de commencer à dire non qu'on dit oui à tout. Il y a toujours un besoin, il y aura toujours autre chose. Et la fameuse carotte qui revient. Oui, voilà. Ok. Et donc, j'ai commencé directement à être première assistante réa. Grâce à Gaspard, du coup, un ami. Mais c'est vrai que du coup, une grande force que je vois quand même chez toi, c'est que tu as eu la capacité à saisir les opportunités quand elles se présentaient à toi, voire même de les forcer de manière naturelle, parce que il s'avère que tu as le contact facile. Oui, je pense que ça a permis de forcer pas mal de choses, parce que rien n'est naturel au final. Ouais. Enfin, si on bouge pas, il se passe rien. Et c'est comme on dit, hein, tous les vainqueurs du loto ont acheté un ticket, quoi. Donc, faut au moins faire le premier pas. Ouais, après, là, j'en ai acheté 40 des tickets. Et c'est ça que je trouve beau dans ton histoire, en tout cas jusqu'ici, c'est que on sent pas en fait le côté brutal de ta démarche. Ça a souvent été, j'ai rencontré telle personne à tel endroit et ça m'a permis de faire telle chose. Effectivement, on sent que tu as dit oui beaucoup. Parce que du coup, il faut vivre des choses, mais c'est ce qui fait aussi la richesse que tu as aujourd'hui et qui, je suppose, aujourd'hui te permet de mieux te connaître toi pour pouvoir faire les pas qui, toi, te correspondent plutôt que d'être simplement sujette à des normes qui ont été imposées par un cadre différent. Et dire oui, c'est la clé des contrats. Plus tu dis oui et plus tu t'entraînes, donc plus t'es bon. Ouais. Sauf si parfois c'est catastrophique parce que certaines personnes sont au mauvais endroit dans leur job, mais bon. Ouais. Sur un tournage, tu te rends très 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 vite compte. De ceux qui sont pas bons ? De ceux qui sont pas bons et de si toi t'es pas à ta place. Ok. Parce que donc t'es avec des équipes pendant 12 heures par jour souvent. Tu dors souvent avec eux. C'est exténuant. Alors moi, mon rôle, je suis toujours en train de préparer la journée suivante, à communiquer avec tout le monde. Si tu comprends pas tout de suite tous les mécanismes et que tu as quelques trains de retard, le milieu du cinéma, le tournage, surtout, les gens sont très durs. Ils te le font comprendre. Ah oui, c'est très direct, c'est très... Extrêmement direct, extrêmement hiérarchique, très militaire. Par exemple... Bon, moi, j'ai eu de la chance d'être toujours première assistante réa parce que j'ai commencé dedans et après, on m'a appelée en tant que première. Ouais. Mais en principe, tu commences par troisième, seconde, première. C'est tu gravis les échelons. Et par exemple, tu ne vas pas t'adresser au chef, on appelle ça un chef. Ouais. Tu t'adresses souvent à son second ou à son premier pour ne pas... tu chantes pas la hiérarchie. Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est très dur un tournage, c'est pas doux.
C'est Parce que nous, quand on voit des films, en tout cas de fiction, on voit que le résultat, quoi. ouais. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a eu derrière et peut-être tous les dégâts humains qu'il y a eu derrière. Faut être sacrément solide, faut se construire une grosse carapace et je pense qu'il faut toujours se remettre en question pour évoluer. Moi, parfois, je me suis un peu trop remise en question, alors que en fait, bon, je suis quand même dans un rôle très particulier où je dois faire avancer le navire. Ouais. Donc, il faut être beaucoup d'assistants réa, et ça, c'est l'ancienne école. Ce sont des gens qui hurlent, qui vraiment des assistants réa qui Vraiment à la militaire, dégomment, dur, oui. quoi. Ouais. Alors maintenant, heureusement, on est dans une nouvelle génération, on est en train de changer ces codes-là. Mais bon, du coup, il y a 2 écoles. Donc, bon, moi, j'ai eu de la chance d'avoir ce côté où je peux faire avancer les gens. Bah, je te vois pas trop gueuler sur les gens, donc... Non, souvent, les gens disaient, on dirait que t'es une animatrice de colo, on dirait Dora, en camp de vacances. Mais je crois profondément au pouvoir de l'enthousiasme qui a fait que tous mes tournages se sont très bien passés et se sont finis dans les temps. Parce que le principal, c'est de pas faire d'heures sup dans mon métier. Ouais. Et faire avancer une équipe de 30 à 50 personnes, c'est faire avancer un gros boulet, quoi. Bah justement, c'est intéressant ce sujet. Comment est-ce que toi, qui semble avoir un caractère plutôt doux, de ce que je perçois en tout cas, tu dis voilà, habituellement, voilà comment est-ce que mon métier est fait, c'est-à-dire en gros à la dure, presque, tu vois, s'il y avait des fouets, on l'utiliserait. Comment est-ce que toi tu réussis à faire autrement et que quand même ça se passe bien? Alors au début, j'ai été dure. Au début, par exemple. Ça ressemble à quoi, toi, qui est dur? Alors moi je peux crier très fort parce que aussi l'assistant réa il est chargé du silence sur le plateau. Il faut qu'un le fameux silence sur le plateau, c'est ça, ouais. Alors quand t'as un second, souvent c'est lui qui relaye et c'est ton écho en fait. Tu fais le premier cri et ça. Voilà, mais ça je l'ai vraiment appris et donc au début en plus j'ai une voix aiguë donc c'est fatigant pour les techniciens, quelqu'un qui crie de silence. Pour le coup les voix graves sont moins fatigantes. Je pense que c'est une fréquence un peu plus qui tape quoi. Et donc au début j'étais vraiment puis j'étais très sèche avec les techniciens, j'étais on n'est pas là pour s'amuser. C'était mais moi j'étais je finis dans les temps voilà. Bon franchement j'étais là mais moi je prends pas de plaisir à faire ça. Ouais. Mais il y a un truc un peu automatique et puis il y a les modèles qui sont à côté, tu fais ce que tu as à faire, si en plus c'est les premières fois que tu fais le métier, t'as encore les codes qui viennent quoi. Ouais, exactement. Et petit à petit j'ai trouvé ma place aussi en fonction de ma personnalité, dans le sens où moi ça passait toujours parce que les gens disent tu nous gueules dessus mais t'as le sourire. Et du coup en fait Gaspard, mon meilleur ami qui me connaît, dit oui mais tu souris quand t'es stressé. Donc ça n'a rien à voir avec un sourire très sympathique. Mais au moins c'est perçu comme étant un sourire et donc du coup ça passe mieux. Exactement. Et maintenant, il y a plein de choses que j'ai appris au fur et à mesure. C'est par exemple le silence. Dès qu'il y a légèrement des hausses de voix. En fait, à quoi ça sert le silence? C'est aussi pour que quand il y a 50 personnes, ça peut vite partir en brouhaha. Oui. Et ça devient très fatigant. Et donc du coup, il s'est gardé le ton bas. Même entre équipes, ça permet de soulager la journée. Rien que pour la nuit. Et vous n'avez pas une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, le décibelomètre là? C'est les ingé-sons qui ont ça dans leur. Ah oui, ils doivent avoir ça dans les oreilles, ouais, effectivement. Mais non, on n'a pas ça et donc du coup maintenant j'ai compris dès que sur le plateau tu sens qu'il y a une mais du coup c'est de l'hypervigilance constante, de l'hypervigilance sur le timing, sur quoi est-ce qu'on peut perdre un peu de temps, sur quoi est-ce qu'on doit resserrer, sur quoi est-ce que je peux m'avancer. Donc en fait, c'est ne jamais déjà être dans vraiment le temps présent, mais essayer de l'analyser, parce qu'il faut toujours anticiper. Et toujours être vigilant sur le son, les bruits, et dès qu'il y a une augmentation de volume, par exemple, tout de suite faire voilà. C'est quelque chose de très bas, mais ça marche en fait. Sur mes autres tournages, après ça...
c'est beaucoup plus agréable, quoi, que quelqu'un qui gueule « Silence, plateau !» Et du coup, justement, tu as appris au fur et à mesure aussi des retours et puis de tes réussites. Exactement. Donc, c'est vraiment le concret qui t'a aidé. Mais qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné, je vais arrêter de dire silence plateau, par exemple? Alors, j'ai eu la chance une fois d'être seconde assistante réa. Ok. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu faire, rien que pour avoir des exemples de premiers. Parce que moi, j'avais aucun exemple de premier. Ah oui. J'ai tout de suite été première. Et du coup, j'étais seconde. Et il y a du coup ce mec qui utilisait cette technique. Et j'étais, mais c'est génial, c'est révolutionnaire. Donc quand tu dis cette technique, c'est le fait d'être... Sur l'hypervigilance sonore. Okay. Ça veut dire pas attendre que ça ait atteint un stade où toi tu dois gueuler. Mais ça te demande un effort supplémentaire. Mais c'est un métier exténuant, on n'en parle pas tant que ça. C'est un métier nécessaire puisque les équipes ne se parlent pas entre elles. Parce que le HMC, habillage, maquillage, costume, va être souvent en loge. Va y avoir souvent quelqu'un à la face, c'est-à-dire au plateau. Mais il n'y a pas de communication. Par exemple, le chef opérateur, celui qui est derrière la caméra, dit « Bon, là, il y a un pli, ça se voit et tout ». C'est toi qui relègues, en fait. Ils se parlent pas entre équipes. Ouais, il y a vraiment un mur. Mais les gens se voient pas, se parlent pas. C'est de la folie. Mais c'est ça que je trouve super fascinant dans ce que tu racontes, c'est que plutôt que de devoir crier, ça veut dire que quand tu cries, c'est qu'en fait tu es arrivé à un extrême qui mérite finalement une action forte. Oui. Alors que si tu as fait attention à tous les signaux faibles qui naviguent dans le quotidien, en fait t'as pas besoin d'avoir une action trop forte et qui peut être tranchante, parce que du coup quand tu gueules sur quelqu'un, forcément c'est perçu comme étant dur. Mais si tu tempères au fur et à mesure, finalement en fait tu peux simplement avoir un flux continu, on va dire ne serait-ce que sonore, et puis une capacité à gérer ton projet de manière plus légère. Je sais pas si pour l'assistant réa, pour le plateau, ça vaut le coup, parce qu'il y a du silence tout au long, et ça évite les cris. Mais c'est aussi fatigant, parce que comme t'es dans cette hypervigilance, mais au final, c'est plus agréable pour le retour collègue, quoi. Mais... c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'au final, je pense qu'il y a une dimension où il y a une vigilance qui est permanente. La question qui se pose, c'est à quel point il faut qu'elle soit hyper. Parce que du coup, quand tu fais un truc à l'extrême, c'est fatigant aussi. C'est toujours une question de s'il y a une personne qui gère ça, ça enlève la charge à tous les autres aussi. Donc tu vois, c'est un jeu d'équilibre qui est intéressant à voir. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait sur un plateau de cinéma, ce qui est assez dingue, et c'est ce qui m'a plu pendant de longues années. Je dis longue parce que c'est long un tournage, mais c'est galvanisant et c'est magique. Enfin, il y a un truc, on est 50, personne se parle, il n'y a pas de communication, il n'y a qu'une personne qui fait la communication, c'est hiérarchique comme au XVIe siècle. Ouais. Enfin, il y a des trucs de fou. On travaille avec des technologies super récentes, mais on a des comportements hyper archaïques. Et tout est très cloisonné et pourtant, quand il y a silence moteur, un silence de cathédrale, une concentration extrême de chacun, et ça tourne. Enfin, et ça, c'est... Moi, j'adore ces silences, quoi. Ces silences moteurs, il y a toujours une magie là-dedans. Je trouve ça très magique de voir ces 50 personnes qui... se sont décarcassés le cul pour filmer une plante verte. Enfin, genre, ça peut être n'importe quoi. Hein, mais c'est marrant parce que ça veut dire vraiment que dès qu'il y a le signal, tu vois tous ces gens qui d'habitude se parlent pas, où il y a un brouhaha, d'un coup ils sont tous focalisés, quoi. Exactement. Là, d'un coup, même chose. On sent qu'il y a un objectif commun et du coup c'est ça qui est agréable. Et puis après, dès que c'est fini, tac, ça repart. Mais oui, non mais c'est de la folie et en plus il y a des égos. Alors les chefs op. Donc souvent on dit qu'est-ce qui est plus grand que Dieu sur un plateau, c'est le chef op. Voilà, c'est la blague. C'est vos blagues à vous, c'est voilà, ça. C'est ça. Mais c'est des égos. Alors maintenant, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui est en train de s'installer et tout, parce que l'image prend toute la place. Ouais. Alors que le son, c'est hyper important dans un film. Un mauvais son, ça passe beaucoup moins bien qu'une mauvaise image. Mais le son, comme c'est pas visuel et que on est dans une société occidentale et que le visuel ça a pris le dessus,
Et qu'aussi c'est difficile de parler du son. Enfin, si on ne connaît pas les termes techniques d'une image, on peut dire bah c'est trop rouge, c'est trop vert. Oui, effectivement. En son, on peut, enfin, si on connaît pas les termes techniques, parler de couleur du son, ça devient très compliqué très vite. Donc souvent les sondiers, ils sont relégués au les sixième sondiers, plan. on appelle ça? Ouais. Les ingé sons, c'est les sondiers. Et donc tu les vois, ils se décarcassent à essayer de mettre leur perche pour faire le moins d'ombre possible, alors que le chef-op, il est en train de rajouter 45 lumières, tu vois, autour de la perche, tu vois. Et donc, mais c'est toujours à l'ingé son de s'adapter. Pourquoi? Mystère. Alors maintenant, voilà, nouvelle génération, il y a plein de nouveaux chefs-op qui commencent, de plus jeunes chefs-op, qui commencent à s'adapter, ou des chefs-op... qui sont un peu plus dans la mouvance, qui, je pense, respectent plus le travail de l'ingé son, parce que... Il y a moins de nivellement, tu veux dire, ouais. Ouais, parce que les ombres de perche et tout, par exemple, une image ratée, on va tout de suite dire, c'est un peu mou au point, c'est-à-dire c'est un peu flou, on l'a refait, ok. Mais alors, dès qu'il y a une perche qui rentre dans le champ, alors là, c'est, mais quel mauvais perchman, c'est pas possible, c'était la scène du siècle. C'est incroyable d'être aussi... Ah non, mais c'est... C'est Perchman? Ouais, le perchman, c'est lequel? Et comme quoi, vraiment, chaque milieu a sa terminologie. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand tu as décrit, tu vois, ce monde-là, quand tu dis, voilà, très hiérarchique, avec des gens qui se parlent pas, avec des nouvelles technologies, mais des comportements qui sont très archaïques, en fait, ça décrit extraordinairement bien aussi le monde de l'entreprise que moi je peux voir parfois, quoi. Donc, comme ça, c'est des milieux qui sont très différents, qui se parlent pas, mais qui ont quand même eu une inspiration, je pense, très forte sur la manière dont on gère les choses. Et effectivement, la mouvance que, dans mon métier, en tout cas, on cherche à amener, c'est comment est-ce qu'on réussit à combiner les énergies qui sont parfois très diverses. Un perchman avec un caméraman, tu vois. Un chef-op. Un chef-op, ouais. Et comment est-ce que tu réussis à combiner toutes ces forces-là pour justement réussir à avoir cet objectif commun. Mais tu vois, ce que je trouve très beau dans l'image que tu t'as amené, c'est que ce moment-là, où tu vois, il y a une sorte de... Il y a un clap pour le silence ou pas? Oui, oui. C'est ça. Hein, c'est pas pour le silence, c'est pour le montage. C'est pour le montage. Oui, ok. Ouais, donc je dis n'importe quoi. Mais en gros, le moment du silence, ça, on l'a très rarement en entreprise. En tout cas, je le vois moins. C'est-à-dire que tu vois, ce moment où en fait, il y a le signal, où tu as vraiment tout le monde qui est focalisé et tu sens que vraiment il y a une vraie équipe. Et en fait, c'est marrant parce que le cœur de mon métier et puis des gens qui font mon métier, c'est de réussir à générer ça plus souvent. Vous avez ce moment où tu vois silence plateau et là, ça te donne un signal où tout le monde est concentré pour la chose. Dans le monde de l'entreprise, vu que c'est plus du courant, des choses comme ça, en fait, t'as moins, tu vois, ce côté cérémonial de maintenant on y va ensemble, quoi. Et je trouve que peut-être que c'est ça qui serait intéressant à généraliser un peu plus, quoi. Tu vois, pour que les gens ils se rendent bien compte que c'est pas juste un silo et que seuls ils peuvent fonctionner parce qu'en fait je peux rien faire tout seul. Mais totalement, c'est le principe du cinéma, c'est que un acteur tout seul, ça, il peut gigoter. Voilà, c'est ça, mais il y a aucun sens dans son métier s'il n'est pas entouré. C'est-à-dire que chaque métier perd de son sens si les autres métiers ne sont pas là. Et pourtant, chaque métier peut être extrêmement invisible. Par exemple, maquilleur, si tu vois le maquillage à l'écran, c'est qu'il est mal fait. Ou alors c'est voulu, volontaire. Mais donc, du coup, c'est des métiers qui doivent être invisibles, mais en même temps qui sont très présents et nécessaires. Et bon, c'est comme dans les décors, les décorateurs, parfois ils passent toute des semaines à travailler sur un décor et travailler sur une phase d'un décor qui va être la phase droite et finalement on va filmer qu'à gauche. Bon, voilà, ça peut être aussi des trucs très ingrats, le cinéma comme ça, mais je pense que le silence plateau, ça tourne et que au moment où ça tourne vraiment, on comprend l'essence de son travail. On se dit, ok, en fait, c'est ça, ça a servi à ça. Donc après, bon, ça peut être pour un super film ou une petite série TF1 ou un clip, enfin, peu importe. Mais au moins, ça se matérialise. En fait, c'est ça qui est
qui est très fort. Enfin, c'est comme moi, je m'agite partout pour réunir l'équipe, pour que l'équipe se parle, coordonnée et tout, qu'il y ait une bonne communication. Et là, quand tu vois ça, tu dis, ok, là, ça a du sens. Parce que, bon, ça ne sert à rien, hein, parce qu'on ne sauve pas le monde, on ne sauve pas des vies, donc c'est pour ça que Vous ça sert à rien de inspirez. créer. Oui. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, c'est une sorte de rappel. Comment est-ce qu'on rappelle à tous ces gens-là qui triment, qui font du mieux qu'ils peuvent, je suppose, leur propre métier, et qui des fois, de manière un peu ingrate, sont pas reconnus, parce qu'il y a un nivellement, il y a des choses... de ce que j'entends, hein, c'est qu'il y a des métiers qui sont un peu plus mis en avant que d'autres, voilà. Mais il y a un moment donné où tout ça on le met de côté parce qu'on a un résultat concret en fait à mettre en avant et surtout on le voit avancer de manière concrète. Donc, moi je travaille beaucoup dans des métiers qui sont intangibles et donc, tu as le monde des idées quoi. Vous quand justement dans le monde du cinéma vous voyez quelque chose au bout quoi. Il y a quelque chose qui se passe en face de vous et vous arrivez à voir les erreurs plus rapidement. Quand tu es dans des mondes plus intangibles, bah du coup, quand t'en parles, ça reste intangible, quoi. Et donc, le monde des idées, bah, ça vient, ça part, et puis c'est pas très organisé, quoi. Donc, je trouve vraiment que ce moment-là, en tout cas, je vois l'image, je sais pas si ça ressemble à ça, mais il y a un moment vraiment où tu sens que l'énergie, elle est focalisée à un endroit, et du coup, go, on y va. Même si c'est court, le fait d'avoir ce rappel que on n'est qu'une équipe, même si toi, t'es maquilleur, tu disais HMC, c'est ça? Habillage, maquillage, costume. Bah, tous ces gens-là travaillent ensemble. Tu as les gens du son, tu as les gens de l'image. Bah, en fait, on a beau faire des métiers différents. En fait, on va dans la même direction. Et je trouve que ça, on l'oublie beaucoup. Donc, je trouve que c'est un rappel qui est intéressant à avoir et qui pourrait inspirer pas mal d'entreprises et de collectifs. Ouais, c'est ça, c'est voir le résultat matérialisé quoi. Bon et après le plus beau résultat c'est de voir la projection ou de voir la suite mais même si on travaille pour quelque chose qui nous intéresse pas. Par exemple qu'on est fan de cinéma d'auteur et qu'on va faire une pub. Bon bah en fait au tournage on comprend pourquoi on a travaillé parce que on est autour de ce parfum comme ça bien l'éclairer et tout. Bah on est là, ok, bah là enfin c'est concret quoi. C'est donc il y a ce côté artisanal qui perd un peu de son sens quand on voit les énormes équipes de cinéma, mais quand même quand ça tourne, c'est un silence et voilà et il faut être là. C'est marrant parce que quand tu parles de parfum là par exemple, il y a plein de gens autour de ça. Moi je pense toujours au burger, tu vois, genre Burger King et tout, tu vois, tu te dis, il y a une image, genre un burger sur fond blanc, tu vois, mais enfin, je pense qu'il y a tellement de personnes autour pour avoir fait cette image-là, tu vois, ou même à l'avènement des émissions télé autour de la cuisine, par exemple, tu sais, où tu filmes d'en haut et puis il y a quelqu'un qui fait à manger, ou sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Je trouve ça fou, quoi. Tu dis combien il doit y avoir de choses autour de ce petit truc que tu dois réussir à suivre, quoi. Donc c'est beaucoup de travail pour avoir finalement un résultat qui est le plus parfait possible, quoi, et qui plaît à l'œil et qui a le niveau de qualité qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas tous ces gens-là. Oui, il faut surtout pas manger les burgers qui sont dans les pubs parce qu'ils sont aspergés de trucs brillants. Ouais, c'est ce qu'on va dire. C'est vraiment un délire. Hein. Mais c'est effectivement pour avoir un résultat qui donne envie, quoi. J'avais une question pour toi que je t'avais posée quand on en avait discuté tout à l'heure, qui était dans ces films-là, ou en tout cas dans les productions dans lesquelles tu as assisté, je suppose que comme on va dire la plupart des histoires qu'on a dans notre vie, tout se passe pas comme prévu. Et même si toi tu fais tout pour que tout se passe comme prévu, des fois il y a des imprévus. Est-ce que tu aurais des anecdotes comme ça à nous raconter sur un changement qui a eu lieu et puis qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors bon, j'ai fait ça et j'ai fait. Il y a des projets en fait en tournage, c'est très humain. Donc parfois on s'entend très bien avec les gens, ça se passe bien. Parfois on s'entend pas bien. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai comptabilisé mes tournages. J'ai fait, il y en a 2 par an qui se passent super bien. Le reste, c'est la galère. Il y en a plus qui sont galérieux, je sais pas comment on dit ça. Ah ouais, il y en a, c'est la galère où vraiment. Mais en fait, c'est le cas pour tout le monde, pour tous les techniciens. Il y en a, ils se passent très bien. Il y en a.
Et surtout quand t'es chef de poste. Parce que quand t'es chef de poste, t'as des responsabilités. Donc tu peux pas juste être là, bon bah, c'est pas grave, je suis là de 8h, je fais mon truc et puis basta. Enfin, quand t'es chef de poste, t'es en charge de... Donc t'as une responsabilité. Et moi, j'estime que quand on a une responsabilité, bah, en fait, faut la prendre, même si c'est désagréable. Et bon, au bout d'un moment, moi, j'étais fatiguée d'avoir cette responsabilité, parce que, bah, il y a des moments, par exemple, il y a des producteurs qui vont pas, toi, tu leur dis, ça rentre pas dans le budget. Enfin, je suis pas, regarde tout ce qu'on est, tout ce que... Ouais. Là, mais si, t'inquiète, ça va le faire et tout. Et en fait, ne pas anticiper en amont, parce que dans un tournage, déjà, il y a toujours des imprévus. Ça, c'est obligatoire, Ouais. voilà. Ça peut être des imprévus très graves comme un accident, s'il y a des cascadeurs, ou des imprévus comme le camion n'a pas démarré le matin, 4 heures de retard, des heures super gogo. Voilà. Donc ça, on peut pas les prévoir. Mais du coup, il faut essayer d'anticiper en amont au maximum. Et il y a des producteurs qui veulent absolument faire un film parfait ou des réalisateurs qui ne veulent pas voir que le budget ne permet pas à leur film de se faire dans leur totalité et ne veulent pas l'entendre. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est très fatigant parce que toi, t'es là... Je vais pas te mettre un revolver sur la tête pour que tu réduises ton film, mais du coup on va s'en apercevoir au tournage et là c'est la cata, parce que ça fait des heures à rallonge, des techniciens qui n'en peuvent plus, qui comprennent pas, qui sont épuisés. Et ça m'a beaucoup fatiguée en fait de dire bah j'ai quand même une expertise, je vous le dis, mais c'est le lot de tous les premiers assistants réa, donc voilà, parce qu'un réal c'est son bébé, il veut pas couper. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les réals, et beaucoup en France, ne sont pas techniciens. Donc, ils ne comprennent pas, pour beaucoup, le fait que tout prend du temps et que rien ne se fait en 30 secondes. Et ils sont dans une imagination, ils ont tellement imaginé leur film qu'il est impossible pour eux de réimaginer ce film différemment. Ouais, effectivement. C'est là où, en fait, on voit que l'illusion prévaut souvent sur la réalité, tu vois. Et ça, c'est marrant parce que tu vois, t'en parles pour des réalisateurs, mais c'est souvent pareil dans les équipes que moi j'ai pu voir ou dans les entreprises, quoi. C'est que des fois, il y a des fois aussi un manque de... je sais pas si c'est un manque, mais en tout cas, une distanciation par rapport au terrain où on se rend plus compte effectivement que cette action que l'on considérait toute petite, en fait, prend un certain temps, souvent quand en plus il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et du coup... on n'arrive plus à changer le plan parfait, et ça tu l'évoquais, un plan trop parfait est difficile à modifier. Ouais, et pour moi c'est l'inverse du cinéma, parce qu'il faut pas oublier que le cinéma c'est un art, mais c'est une industrie aussi. Et donc on est contraint par des budgets, par du temps, et du coup c'est ça qui m'a beaucoup énervée au bout d'un moment. Au début, je pensais que c'était moi qui me prenais mal et tout. Au bout d'un moment, je me dis bon, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Parce qu'en fait, quand ça se passe mal sur un tournage, c'est le premier assistant qui s'en prend plein la gueule, parce que c'est forcément lui qui doit rattraper le temps et tout. Mais bon, on peut pas rallonger les journées. Et j'étais déçue par le fait que beaucoup de personnes se mettent dans cette idée de l'art aussi. L'art va te permettre de manger, bon, alors qu'en fait c'est l'argent. Quand même. Voilà. Et l'art va permettre de surpasser les contraintes de temps, alors que non, en fait c'est juste nos cerveaux qui vont imaginer d'autres solutions, et ça va être tout aussi bien, parce qu'encore une fois on ne sauve pas des gens, donc il n'y a pas de... rien n'est prioritaire. C'est ce qu'il faut, c'est juste qu'on fasse un projet ensemble. Et ça, c'est quelque chose où je me distancie beaucoup de ce milieu, et où pour moi le principe c'était de travailler ensemble. C'est tout, on fait un projet ensemble et on peut faire un projet plus ou moins chouette, mais voilà, on le construit ensemble. Et je me distanciais complètement du discours de non mais ça c'est nécessaire dans le scénario et tout. Pour moi, rien n'est nécessaire dans un scénario, il suffit juste de le réimaginer, quoi. Une histoire peut se réécrire à foison. Ouais, c'est quelle est l'essence de la chose qui fait que peut-être la matérialisation qu'on va manifester finalement sera cohérente.
Voilà, Ouais. c'est ça. Mais comme on est dans une fascination de le réalisateur, auteur, qui a des convictions et tout. Bah oui, mais enfin là, si t'as des convictions, laisse tes techniciens dormir au moins 8 heures par soir, c'est Ouais, ça. non, mais effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une belle image et c'est important de l'avoir en tête, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça que le changement fait vraiment partie d'un quotidien, que ce soit personnel et professionnel. La question qui se pose, c'est plutôt comment est-ce qu'on va réussir à le gérer. Exactement. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me suis orientée vers l'audiovisuel plus publicitaire, où là, les budgets sont plus grands et, et c'est considéré comme un travail plus que comme un art. Mhm. Et donc, il y a cette notion de, ok, bah, t'es payé pour ton travail, c'est pas... Et je retrouvais un peu quelque chose de plus qui me correspond plus. Je sais pas si c'est plus sain ou pas, mais je trouve que c'est plus dans l'air du temps que... et moi, je me reconnais pas du tout dans le portrait de l'artiste maudit. Euh, Je comprends. Et du coup, c'est le choix que tu as fait aujourd'hui. Et justement, comment est-ce que tu es passé de ce constat à la décision de te dire, voilà, maintenant je vais changer, j'ai appris plein de choses dans ce monde-là, et forte de tout ce que j'ai appris, bah, je vais monter ma boîte et je vais justement shifter. Bah, j'ai travaillé après avec des producteurs en publicité. Et moi, j'étais directrice de production, c'est-à-dire que, enfin, je le suis toujours. Donc, je gère un budget, on me donne un budget. Le producteur me dit, moi, je veux tant de marge parce que c'est de la pub. Mhm. Et ensuite, moi, j'engage les techniciens, je crée les équipes et ensuite je les coordonne et le seul truc qui est en plus, c'est que je coordonne beaucoup, je fais beaucoup de communication avec le client pour que Mhm. ça se passe bien, qu'ils Ouais. comprennent, parce qu'un client, les clients savent pas trop parfois comment ça fonctionne, voilà, donc c'est juste les leur expliquer. Donc c'est un métier dans lequel tu es rentré aussi, et du coup là c'est juste que tu fais le même métier, mais tu le fais à ton compte. C'est ce que j'entends. Et ben là, du coup, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boîte parce que voilà, je me disais bon, je sais que c'est confortable aussi de travailler pour un producteur puisque j'ai pas à démarcher des clients, Mhm. mais je pense aussi que j'ai enfin, je suis très volatile, on va dire, dans mes activités Mhm. et j'aime vraiment évoluer. Là, je me dis bon, je sais le faire, directrice de production. Ce que je sais pas, c'est démarcher des clients, c'est gérer ma propre boîte. C'est un bon test. Si ça marche pas, bah je ferai autre chose. Et en même temps, si on reprend ton histoire, tu as démarché naturellement des gens. Forcé, tout est une manière de voir la chose, mais il y a plein de choses que tu as réussi à déclencher simplement en ayant des conversations avec des personnes ou en répondant à des opportunités. Donc, d'une certaine manière, tu l'as fait. Oui, voilà. Et sauf que là, je le fais en connaissance de En cause. connaissance de cause, ouais. Et ça change tout. Et donc ça, effectivement, c'est la nouvelle aventure que tu démarres en ce moment, de ce que je comprends. Je me laisse le temps. De toute façon, moi, je me connais, je suis un diesel. Mais Bah super. Merci beaucoup en tout cas pour toute cette histoire-là. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la petite dernière partie donc de l'épisode de podcast. Je vois tes grands yeux. Effectivement, tu m'as vu tout à l'heure trier des cartes. Donc elles sont spécifiquement pour toi. Tu m'as vu sélectionner des trucs, réfléchir, en prendre et pas en prendre. Bah, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, comme tu peux le voir en face de toi, tu as 3 tas de cartes. Il y a un tas de cartes qui est plus orienté sur le passé, donc hier. Un tas de cartes sur plutôt aujourd'hui, un tas de cartes sur le futur. Donc voilà, on va naviguer un petit peu dans ces questions-là. Ok. j'ai l'impression d'être chez Irma, la voyante. Mais il paraît que t'aimes bien, donc. Ah, j'adore. Ouais, je suis. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre, sélectionner une carte dans ce premier paquet d'hier. Choc. Je te laisse la lire. Alors, quelles sont les personnes les plus marquantes positivement de ton enfance? Pourquoi? Et donc, du coup, je te laisse le choix. Soit tu y réponds,
soit tu changes de carte. Par contre, si tu changes de carte, donc tu changes de question, tu n'auras pas le droit de changer la deuxième question. Bon, non, je vais essayer Ça d'y te va ? répondre. Ok. C'est pas facile, parce que bien évidemment, mes parents sont les 2 premières personnes au monde que j'ai rencontrées. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui te sont venues, en fait, instinctivement dans ta tête quand tu as lu la question ? Alors, il y a personne qui m'a fait... Non, mais je suis ingrate, parce que forcément, il y a des gens qui m'ont Non, mais, marqué. je pose la question parce que des fois, il y a des trucs qui viennent quand tu lis une question et puis après, tu commences à réfléchir et puis là, du coup, ça floute. Mais voilà, s'il y a des personnes qui t'ont aidé à faire des choix à des moments difficiles ou simplement qui ont été là lorsque tu en avais besoin ou qui t'ont ouvert une porte qui aujourd'hui, en fait... Non, mais je dirais oui, c'est mes parents Ouais. qui m'ont subi à l'adolescence, mais ils sont toujours là. Non, mais oui, je vais pas citer un grand philosophe parce que ce serait mentir. J'écoutais pas de philosophe quand j'étais enfant. Mais après, ouais, je pense fondamentalement, c'est mes parents et mes amis. Parce que Ok. mes parents, je les ai pas choisis. Mais voilà, je leur remercie d'avoir été patient avec moi. Et mes amis, c'est des gens que j'ai choisis. Ouais. Et... Normalement, en tout cas. Ouais. Et du coup, j'avais un trio d'amis, Anna et Laure, quand j'étais au primaire. Et du coup, j'allais beaucoup aussi dans la famille d'Anna, avec sa mère Martine. Et puis après, j'ai rencontré Caroline, que je côtoie encore, donc c'est une prolongation. Mais Caroline, c'est plus l'adolescence. Oui, je dirais Anna et Laure, je ne sais pas où elles en sont, mais j'espère qu'elles sont bien là où elles sont. En tout cas, on sent que justement ça t'apporte ce sourire et ces yeux brillants quand tu penses à elle. Donc c'est top, en tout cas de voir ça. Ce que je te propose, c'est que tu vas en prendre une autre. Parce que moi j'étais curieux quand même de tirer une autre question du passé avec toi. Ouh là là. Quels T'aimes sont... bien choisir au milieu, hein. Oui, Ah mais je te dis, moi je choisis pas trop. Quelles sont les 3 personnes qui t'ont le plus fait évoluer ces 5 dernières années? Ah, waouh. Je dirais Caroline, qui est une de mes amies du collège, voilà, que je connais depuis 20 ans. Et on se suit, et même si on a fait des parcours extrêmement différents, où on a changé, c'est quelqu'un qui, pour le coup, je considère comme ma famille très intrinsèque. Du coup, ça c'est un regard sur le passé. Ce que je te propose, c'est d'avoir un regard sur le présent. Ok, je vais pas choisir au milieu. Voilà, regarde, je vais remélanger, tu vois. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse que tu as déjà? Oh ben là, je suis très heureuse. Mais alors, qu'est-ce qui me rend très heureuse que j'ai déjà? Je dirais c'est les gens qui m'entourent. C'est vraiment mes amis, ma famille, mes amis. Mes amis parce que c'est un choix. Et c'est très 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 fort. Voilà. Après, non, je dirais pas que l'art me rend heureuse ou voilà, parce que je suis contre ce discours. C'est un choix, mais oui, j'ai beaucoup beaucoup de chance d'être entourée d'amis où je ressens tous les jours leur amour. C'est très bisounours, mais... Non, mais c'est intéressant de voir que tu vois la question telle que tu l'as appréhendée, t'es pas matériel. C'est plutôt justement les gens. Donc c'est la valeur que tu trouves aujourd'hui dans ton espace, c'est les gens avec qui tu fais ce bout de chemin-là. Donc c'est top. Oui, complètement. Oui, mais je reste dans cette croyance que le salaire est nécessaire à la vie Ça reste heureuse. important. Tout à fait. Du coup, on va faire une exploration du futur. On va la faire un peu différemment. Du coup, pour le futur, ce que je vais te proposer, c'est de choisir dans les 4 cartes que tu as en face de toi, d'en choisir 2. Ok. C'est sûr. Je pense
choisir 2. Tu vas lire les 2. Ok. Et puis je te laisse choisir celle à laquelle tu souhaites répondre. Et si vraiment coup de zèle, t'as envie de répondre aux 2, tu répondras aux 2. Et t'as le choix. Alors, qu'aimerais-tu accomplir dans les 5 prochaines années? J'aimerais que l'entreprise que j'ai montée, Svalbard, une entreprise de production audiovisuelle, qui finalement rassemble tout ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années, prenne sens et s'introduise dans la société comme moi je me suis introduite dans la société. Un peu comme un bébé qui grandit. Bah, c'est un beau projet, une belle image. Merci beaucoup pour ton partage, pour la légèreté et puis pour ton sourire que les gens ne voient pas. Mais du coup, voilà, je l'ai eu tout l'épisode, donc merci à toi. Avant de terminer l'épisode, si des personnes voudraient continuer à discuter avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour te joindre? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Svalbard Production, S-V-A-L-B-A-R-D. Pourquoi Svalbard? Parce que c'est un archipel le plus au nord du monde et c'est l'endroit qui rassemble toutes les graines du monde. C'est le grenier du monde et donc s'il y a une pénurie, faudra aller là-bas récupérer des graines et commencer à planter. Donc allons-y alors. Bah, super, merci beaucoup. Très bel épisode. Et puis à très bientôt alors. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Salut.